ce pays. Je fais 3 conférences actuellement, une sur le nord du Portugal, peut-être aurai-je l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard si vous êtes satisfait de celle-ci. C'est le Trás-os-Montes, derrière les montagnes, c'est ce dont j'ai parlé à Bordeaux il y a 2 mois. J'en fais une 3e sur Porto, qui s'appelle Bem-vindo a Porto, c'est-à-dire bienvenue à Porto, bien sûr. Et puis celle-ci, Lisbonne au fil de l'eau. Alors l'originalité, je me suis dit comment parler de Lisbonne autrement que traditionnellement. Et j'ai trouvé cette idée de l'eau. L'eau me paraissait intéressante parce que, effectivement, vous le savez, la ville de Lisbonne doit sa magie à l'eau. Le Tage, bien évidemment, mais vous voyez que la photo que nous vous proposons là, avec ce beau voilier, c'est l'Atlantique. L'Atlantique tout proche, 15 km, qui a fait la fortune de la ville. Une ville à laquelle on a donné plein de qualificatifs. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais la ville de Lisbonne est un petit peu comparable à celle de Rome. C'est la cité, effectivement, des 7 collines. C'est aussi une cité à qui on a donné le surnom de la reine du Tage. Et ça, c'était à l'époque où, évidemment, le XVIe siècle, et nous allons en parler abondamment dans la conférence, a fait largement appel aux grandes découvertes. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une ville qui a été créée par les Phéniciens en 1200 avant Jésus-Christ, et la ville s'appelait Ulysse, Ubo, exactement. Alors, nous allons vous proposer de découvrir le plan de cette conférence, et une question, 2 questions pour être tout à fait précis. En quoi l'eau est-elle un élément incontournable de Lisbonne, du paysage urbain de Lisbonne, et en quoi a-t-elle assuré la fortune de la ville, bien sûr? En quoi constitue-t-elle un gage de réussite pour l'avenir de la cité? Et cet avenir de la cité, nous en parlerons en particulier en vous proposant d'aller faire un petit tour dans un quartier qui a été totalement restructuré autour de l'eau. C'est le quartier d'Olivage, et vous y êtes peut-être allé en 1998 lorsqu'il y a eu l'exposition difficile maîtrise de l'eau et mise en scène, car l'eau a été mise en scène par les différents pouvoirs, vous allez le voir. C'est 23 photos que j'ai prises, je le précise, dans la grande majorité des cas. On a pris quelques photos sur Internet, mais pour la grande majorité des photos, ce sont des photos personnelles, je tiens à le préciser. Quelquefois moyennes, il faut l'avouer, mais enfin l'essentiel étant évidemment de disserter à partir d'un point de vue qui, bien sûr, reste le mien avant toute chose. 2e thématique, l'eau qui assure la fortune de Lisbonne et de ceux qui la dirigent. Là aussi, on va faire largement appel, vous allez le voir, aux grands hommes du Portugal et au pouvoir. 3e partie, elle est plus éminemment géographique et sociétale, c'est la métamorphose récente autour de l'eau. Et là, je vous parlerai de 3 thématiques. L'expo universelle, la fête. La fête, il n'y a pas que les Espagnols qui savent faire la fête. Désormais, il y a aussi les Portugais, on appelle ça la movida. Movida en Espagne, movida au Portugal. Et il y a des lieux qui sont réservés à la fête tout à fait récemment, depuis peu de temps désormais. Et puis, nous verrons aussi que cette métamorphose récente autour de l'eau, c'est retrouver l'histoire du Portugal. Vous savez que les Portugais sont de grands navigateurs, de grands voyageurs. Ils avaient établi un empire immense en Inde. Eh bien, nous irons voir qu'il y a un musée qui est réservé à ces grandes découvertes, tout au moins pour l'Inde. C'est le musée de l'Oriente, de l'Orient. Bien sûr, on ne pouvait pas parler de Lisbonne sans parler des célèbres quartiers que vous connaissez sans doute. Alors, c'est évidemment l'Alfama qui est le plus connu. Mais il y a des quartiers qui sont moins connus, qui ont tout autant de typicité. Je pense au quartier de Muraria, en particulier. Je pense au Chiado. Je pense aussi au quartier de Graça. Tous ces quartiers, je les ai photographiés, je vais vous les montrer. Et ils sont répartis autour d'une des 7 collines dont je vous ai parlé. Ils sont souvent, d'ailleurs, ils escaladent ces collines, en quelque sorte, ces quartiers. Et puis, bien sûr, Lisbonne, c'est un parfum d'Atlantique. Et nous irons parler de la pêche, nous irons parler du tourisme. Et nous irons nous intéresser, finalement, à ce qui reste peut-être encore le nec plus ultra pour Lisbonne, c'est évidemment l'eau de l'Atlantique. Vous voyez que tous les points en bleu, pont du 25 avril, musée d'Orient, dont je viens de vous parler, Padrón dos Descobrimentos, ce qui veut dire le monument des découvertes, la tour de Belém, tout cela a un lien avec l'eau. Pour Pierre, le Museo da Marinha, qu'il connaît, hein, tu le reconnais sans doute, ce musée de la marine qui se trouve dans le monastère de Géronimos, on va aller le voir. Et puis en remontant, on est à peu près 15 km pour vous donner une idée entre la tour de Belém et l'Oceanario. On va remonter jusqu'à l'Oceanario où se trouve, vous voyez, le Parc des Nations. Je vous le disais, 15 km entre le musée de la marine et l'Oceanario. Et puis un musée intéressant, par lequel nous allons commencer d'ailleurs dans quelques instants la conférence, le musée da Água, le musée de l'eau, et l'Aqueducto das Águas Livres. Voilà. Alors, 2e carte, on terminera la conférence par une petite promenade, donc vers le grand large. On est à 15 km, vous voyez,
du pont du 25 avril et du centre historique de Lisbonne. Et là, vous avez, disons, le Lisbonne touristique, le Lisbonne les pieds dans l'eau. Et il y a deux lieux connus, Estoril pour le casino, pour le Grand Prix de Formule 1 en particulier, et Cascais, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est la cité balnéaire qui est très agréable et que nous allons voir donc à la fin de la conférence. Alors, première thématique, après cette présentation générique et générale, eh bien, nous allons nous intéresser, assez logiquement, à cette difficile maîtrise de l'eau et à sa mise en scène. Première photo, qui n'en est d'ailleurs pas tout à fait une, c'est une gravure pour vous rappeler que longtemps, l'approvisionnement de l'eau s'est fait de façon tout à fait artisanale. La première fontaine à Lisbonne date du XVIIe siècle, et une fontaine en portugais, ça s'appelle chafariz. Alors il y avait 6 points d'eau dans la ville, et à tour de rôle, on allait chercher de l'eau. Et plus on était élevé dans la société, plus on avait une prééminence pour aller chercher de l'eau avant les autres. Alors vous vous doutez bien que tout cela ne pouvait pas durer, et qu'il fallait aménager l'approvisionnement de l'eau. Et là, c'est un roi qui s'y est collé. C'est la photo suivante. C'est João V. João V, nous sommes dans le siècle de l'absolutisme, 17e, 18e siècle. Alors, un absolutisme qui est aussi le 18e siècle, vous le savez, le siècle des philosophes des Lumières. Et ce João V avait des idées absolument faramineuses. Il a ruiné complètement le royaume du Portugal, mais au moins il a fait quelque chose de tout à fait bénéfique pour la cité de Lisbonne. Il a amélioré l'approvisionnement en eau. Voici l'aqueduto, souvenez-vous, pas de C, das águas livres, enfin, on va le dire à la portugaise, qui passe au-dessus d'une vallée qui s'appelle la vallée d'Alcântara. Nous sommes à 65 mètres de hauteur et l'eau, bien sûr, passait au-dessus et alimentait, disons, une bonne partie de la ville. Et cet aqueduc a été réalisé entre 1732 et 1748. On va le voir sur la photo suivante, cet aqueduc se visite. Et ça, c'est une chose que très peu de touristes savent, puisqu'effectivement, il y a un véritable circuit de l'eau. Je vous l'ai précisé sur le fascicule. C'est une visite de Lisbonne tout à fait inhabituelle. C'est vrai qu'habituellement, on va voir le monastère de Jeronimos, on va voir les grandes places, on va voir les lieux habituels de Lisbonne. Ça, par contre, l'aqueduc, on ignore totalement qu'il y en a un, la plupart du temps, et on ignore encore plus qu'on peut le visiter. Ça, c'est l'entrée de l'aqueduc. La photo suivante, c'est le survol de cet aqueduc. Et cette photo-ci nous montre qu'il y a une terrasse avec un petit café au sommet de l'aqueduc. Et nous sommes dans un quartier qui s'appelle le quartier das Amoreiras. Amoreiras, c'est un quartier à la fois hyper classique, qui est plutôt réservé à la middle class, mais middle class un petit peu supérieure néanmoins. Et en même temps, vous avez un grand centre commercial. Vous avez plusieurs centres commerciaux à Lisbonne désormais. Un centre commercial dans le quartier de Vasco de Gama, c'est-à-dire le secteur de l'Oceanario et de l'Expo universelle, mais également un des premiers centres commerciaux qui a été fait dans les années 80, qui est à 2 pas d'ici. Restons dans ce secteur de l'aqueduc et intéressons-nous donc à cette visite. Vous voyez, c'est un lieu qui est très très bien fait. L'eau passée, vous le voyez sur les côtés. Et je vous disais, il y a un circuit d'à peu près une dizaine de kilomètres qui passe au-dessus de la vallée d'Alcântara et que l'on peut bien sûr découvrir quand on le veut. Il y a des visites qui sont faites par l'Office de tourisme de Lisbonne. Photo suivante. On va s'apercevoir qu'il y a aussi une réserve d'eau. Alors, c'est la réserve d'eau de Mãe das Águas. Mãe, en portugais, c'est la maman. La mère des eaux. On était sur un réservoir de 5500 mètres cubes d'eau qui a été fait après l'aqueduc. L'aqueduc, je vous l'ai dit, le XVIIIe siècle, et cette réserve d'eau qui a encore augmenté l'approvisionnement de la ville en eau, lui, date du XIXe siècle. Cliché suivant, vous allez constater que cette photo nous amène à parler des machines antiques qui permettaient d'augmenter encore l'approvisionnement en eau. Nous sommes dans le secteur de Barbadinhos et c'est un musée, on ne le sait pas forcément, c'est un musée de l'eau qui a été inauguré en 1987, qui a reçu le prix du Conseil de l'Europe en 1990. Et vous avez des machines qui fonctionnaient à la vapeur, qui permettaient d'augmenter l'approvisionnement en eau, et dont certaines fonctionnent encore aujourd'hui, bien sûr qui ne délivrent plus d'eau, mais que l'on met en route pour les touristes. On va aller au musée de l'Orient pour vous parler donc de ce grand empire maritime d'Orient.
qui est né avec Francisco de Almeida en 1515 exactement, ce qui a donné l'idée dans le cadre de la métamorphose de Lisbonne, eh bien là aussi, d'une certaine façon, de réinstrumentaliser les bords du Tage, de les réaffecter sur le thème de l'histoire du Portugal. Le musée de l'Orient nous présente donc cet empire maritime oriental avec des noms qui font rêver. Macao, bien sûr, on pense à ce secteur de la Chine qui a été concédé par les Chinois aux Portugais, et avec toute une série d'objets qui ont été ramenés de ces régions-là. On pense en particulier à ces paravents non bons. Les Japonais s'en servaient pour départager des pièces, et les Portugais ont ramené cela, évidemment, de leur voyage, ont ramené cela à Lisbonne. C'était l'époque où les Portugais étaient présents en Inde, bien évidemment, étaient présents à Timor, étaient présents en Chine, et ils sont même allés jusqu'au Japon. Ils sont restés d'ailleurs, ils ont eu la maîtrise sur le trafic maritime oriental, globalement jusqu'en 1630, 1640. Après, les choses ont évolué, ils ont perdu un petit peu la main. Mais vous voyez, donc, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les Portugais dominaient toute cette région du monde. Dans cette région, il y avait donc ces paravents, il y avait donc des objets décoratifs qui servaient à agrémenter les intérieurs. On va le voir sur la photo suivante. Il y avait également des poteries que l'on a proposées à satiété dans ce musée de l'Orient. Et on a également, en Inde cette fois-ci, et on pense à Goa, qui reste le grand comptoir portugais, eh bien, un petit avant-goût de ce qu'était cette église de Goa, cette grande cathédrale de Goa, hein, qu'on avait reconstituée pendant l'Expo universelle, peut-être vous en souvenez-vous si vous êtes allé là-bas. Et puis, on a ramené des objets comme par exemple ces berceaux qui servaient à l'aristocratie portugaise, hein, qui servait aux riches. Voilà ce qu'est le musée de l'Orient. Et on peut passer un séjour agréable à Lisbonne de 3 à 4 jours sans se ruiner, loin s'en faut, surtout en ce moment. Il y a de belles opportunités, vous l'imaginez, avec la crise. Alors, s'il y a des restos populaires, il y a aussi, bon, on va rester sur les fruits de mer, là, hein, on reste avec toujours la morue, les loules, les crevettes. Alors, des restos un petit peu plus disons, un petit peu plus luxueux. Là, on est à Cascais, à côté d'Estoril. Souvenez-vous de la carte, la deuxième carte que je vous ai montrée au début de la conférence. Vous avez deux lieux qui sont côte à côte. Estoril, le circuit de Formule 1, le golf, et les pieds dans l'eau. Estoril, nous sommes ici à Cascais, et nous allons rester dans ce secteur de Cascais, et on aurait la baleine. Tiens, voici une pêche qui a un petit peu disparu, qui a continué longtemps jusqu'au XVIIIe siècle au Portugal. On allait pêcher la baleine. Et nous sommes ici dans le secteur d'Oeiras. Alors Oeiras, ça vous dit sans doute rien, mais souvenez-vous, la maison qui a été réalisée pour Pombal, dont je vous ai parlé, pour le remercier de ses brillants services pour avoir rénové la ville de Lisbonne, eh bien le palais se trouvait à Oeiras. Et cette photo, je l'ai photographiée sur le bord de mer également, dans cette ville de Oeiras. On a une vue sur l'Atlantique. On est sur les bords de l'Atlantique. On n'est plus sur les bords du Tage. Hein. On va rester dans ce secteur du parfum d'Atlantique et on retourne à Cascais. Vous voyez les palmiers, l'ancre, les fortifications. C'est le secteur balnéaire de Lisbonne. On va le voir sur les photos suivantes. D'abord, c'est le club naval de Cascais. C'est aussi la plage à Cascais, bien sûr. On est, je vous l'ai dit, à peu près 15-20 km du centre historique pour se rendre à Cascais. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes très courageux, vous empruntez la voiture, vous êtes sûr d'avoir des bouchons. Si vous ne voulez pas avoir de bouchons, vous prenez le train. Et en 25 minutes, en partant du Cais do Sodré, souvenez-vous le marché dont je viens de vous parler à l'instant, du Cais do Sodré jusqu'à Cascais, vous avez à peu près 20-25 minutes de train. Et là, vous avez les pieds dans l'eau, vous pouvez vous baigner, vous pouvez échapper à la fournaise lisboète. Et croyez-moi, au moment où j'ai pris les photos, ce n'était pas du luxe. Je vous ai dit 40-42 degrés pendant les 4 jours que j'ai passé là-bas au cours de l'été 2010. On reste sur ce secteur de Cascais. Vous avez des magnifiques points de vue. Vous faites à peu près 1 à 2 km, ce que nous avons fait à pied sous la fournaise. Et là, on arrive à un secteur qui s'appelle la Boca do Inferno, littéralement la bouche de l'enfer, avec des gens extrêmement téméraires, vous voyez, qui pêchent à la ligne. Le monsieur que vous voyez avec son parapluie pour se protéger non pas de la pluie mais du soleil, il a également une ligne. Et il pêche de façon artisanale. On a un point de vue sur un phare. Vous voyez, on est là vraiment sur un secteur assez typique. Il nous montre que nous sommes sur une côte extrêmement rocheuse, bien différente d'une autre côte
qui est beaucoup plus sableuse de l'autre côté de Lisbonne et qui reste bien sûr la côte la plus touristique, puisque le touriste, par définition, comme le Portugais en vacances, cherche des plages de sable fin. Si vous cherchez des plages de sable fin, vous irez à la Costa da Caparica, mais si vous cherchez la typicité et les côtes rocheuses, eh bien vous irez à Cascais et à la Boca de Inverno. Pour terminer cette conférence, je vous propose de voir quelques jolies photos sur une chose dont on n'a absolument pas parlé, mais ce n'était pas non plus l'objet majeur de la conférence, l'architecture et les azulejos. Je n'ai pas du tout parlé d'azulejos. Alors les azulejos, vous savez que c'est une tradition arabe. On les trouve partout dans les églises. J'ai beaucoup fait de choses sur Porto, je vous l'ai dit. Alors ces églises à Porto sont garnies d'azulejos. On les trouve aussi dans les demeures privées. On les trouve dans les gares, je pense en particulier à la gare São Bento à Porto. Et puis là, ici, on a décoré très harmonieusement cette fontaine de Cascais que j'appelle la fontaine au lion. Sans transition, on va peut-être aussi, pourquoi pas, s'intéresser aux quelques hôtels qui sont à Cascais. Et vous vous en doutez, s'il y a des hôtels modestes, s'il y a des pensants, comme on dit là-bas, des pensions, il y a aussi de magnifiques hôtels très luxueux qui ne sont pas forcément beaucoup plus maudiques en ce qui concerne les prix que les grands palaces français. Voici un très très bel hôtel que j'appelle l'hôtel In the Water. Il s'appelle ainsi, c'est pas moi qui l'appelle. Et puis évidemment, on s'était dit qu'on allait commencer cette photo avec cette belle vue sur l'Atlantique à partir de Cascais. On va la terminer avec Cascais et je vous propose même d'aller faire une petite baignade. Je n'ai pas résisté à la tentation. Vous êtes tellement chaud, vous me pardonnez. Je me suis plongé incontestablement avec délectation dans cette eau de Cascais pour se rafraîchir quelque peu. Alors, on va répondre bien sûr à notre interrogation initiale. Est-ce que l'eau a fait la fortune de la ville? Bah oui, on peut dire que ce soit l'eau du Tage ou l'eau de l'Atlantique, incontestablement, cette eau de Lisbonne a fait la fortune de la cité lisboète. On peut dire qu'elle a été gérée rationnellement. Elle a été gérée, vous l'avez vu, depuis le XVIIIe siècle. Elle a même été instrumentalisée, cette eau. On a même, on peut le dire, rénové la ville autour de cette eau, autour de l'Atlantique, autour du Tage. Et on peut aussi préciser, et ça nous l'avons vu dans la dernière partie de la conférence, que cette eau, et les Portugais l'ont prouvé en 1998, a offert les meilleures perspectives d'avenir pour la cité, que ce soit les activités économiques, le tourisme ou le nouvel urbanisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.